d'abord, bienvenue à tous et toutes pour ce webinaire qui s'inscrit un peu dans la dynamique que nous essayons de maintenir au sein du CROSS Région Sud sur la thématique sport-santé, de pouvoir animer à minima 2 fois par an un webinaire sur cette thématique. Nous étions l'année dernière sur la grande cause nationale de la santé mentale, que nous poursuivons plus ou moins cette année. Nous devions évoquer la situation des étudiants et étudiantes en fin d'année. Et donc, ce webinaire s'est décalé à ce premier trimestre 2026. Ce type de webinaire, on va essayer un peu de les accentuer dans le cadre du label Sport Santé que nous avons mis en place avec l'ensemble du mouvement olympique, le CROSS et les CDOS, pour pouvoir permettre de favoriser les temps d'échange et d'aller, plutôt que des rencontres débats, un petit peu aussi sur des temps peut-être un peu plus courts, où nous pourrons mettre en avant une thématique et un intervenant qui est expert et qui a travaillé sur cette thématique. Le webinaire est enregistré. Je vais vous demander dans un premier temps de couper les micros pour faciliter la prise de parole de notre intervenante. Et bien sûr, vous pouvez mettre des questions tout au long dans le chat, mais on laissera un large temps aux échanges à la fin de la présentation. Pour débuter, je vais passer la parole pour vous accueillir au vice-président du CROSS Région Sud, Christian Guibert, qui est en charge du sport santé. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous le savons, l'activité sportive, bien que souvent déléguée au second plan, a un impact psychologique qui peut jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la santé mentale. Pour rappel, l'exercice physique régulier peut être aussi efficace que les médicaments antidépresseurs pour traiter les symptômes légers et modérés de la dépression. L'autre facteur, le sommeil. Grâce à l'activité sportive, les étudiants qui pratiquent un sport trouvent souvent plus facilement le sommeil, réduisant ainsi la fatigue diurne. Des études ont largement documenté les bienfaits de l'activité sportive sur la santé mentale des étudiants. Exemple, celle de l'université de Stanford a révélé que les étudiants qui participaient à des activités sportives régulières présentaient des niveaux de stress et d'anxiété moins de 20% par rapport à ceux qui n'étaient pas en activité physique. Comment intégrer la pratique sportive dans la routine quotidienne des étudiants et comment les clubs sportifs peuvent accompagner cette pratique? C'est ce que va vous proposer nos deux intervenants. Merci de votre écoute. Effectivement, nous avons avec nous aujourd'hui Lou Charlot, qui est ingénieur de projet Mouvamu, donc au sein de l'université de l'association Aix-Marseille, qui est chargée de développement sur l'association sportive Aix-Marseille Université. Elle a fait un gros travail de mémoire et elle est très impliquée dans cette dynamique. Donc, elle va être notre experte pour ce temps de webinaire sur cette thématique du sport santé dans le cadre des étudiants. Et nous accueillerons, elle ne s'est pas connectée pour l'instant, donc je lui ai fait un petit message, nous accueillerons le témoignage aussi de Marie D'Angelo qui nous parlera en tant que sportive aussi comment elle a continué à intégrer la pratique du sport dans son parcours d'étudiante et ce que ça lui a apporté. Avant de laisser la parole à Lou, je voudrais rappeler peut-être un petit contexte au-delà de ce qui a été précisé par Christian. C'est que vous avez peut-être vu dans l'actualité, dernièrement, on a parlé des élèves de 6e et de leur état de forme, de santé, de conditions physiques, avec une étude qui a été faite sur l'entrée au collège et sur en fait la déperdition qu'il y avait aujourd'hui sur l'activité physique et du coup l'impact sur cette classe d'âge. Et on a vu aussi une étude sur les adolescentes et l'arrêt de l'activité physique quand on est adolescente pour de multiples raisons, une étude faite par la MGEN.
Mais en fait, on parle rarement de la situation de la pratique sportive et de l'activité physique chez les étudiants. Or, le passage dans les études peut être parfois aussi un temps de rupture avec l'activité physique. Et ça, en fait, il y a eu une enquête qui a été menée dans le cadre de l'ANESTAPS en 2022, qui a identifié de nombreux freins à la pratique des étudiants, la pratique sportive, qui peuvent être aussi bien internes à l'environnement universitaire que externes, que malheureusement, les comportements sédentaires qu'on a acquis à l'adolescence, eh ben, ils se poursuivent quand on est étudiant, qu'il ne faut pas négliger l'impact de la crise sanitaire qui a amené une hausse du temps d'écran, qui a fait perdre l'habitude de l'activité physique. Dans cette étude, on constate qu'il y a une sédentarité moyenne de 8 heures par jour, quel que soit le cursus des études. Et quand même, une bonne nouvelle, c'est qu'il reste une motivation à la pratique du sport et de l'activité physique, qui est une motivation de plaisir et à égalité une motivation de santé. Ce qui veut dire que les étudiants ont vraiment conscience que la poursuite de l'activité physique a un impact sur leur santé. Et je vais mettre en relation cette enquête avec le plan national sport-santé 2026-2030, qui depuis plusieurs webinaires nous sert de fil rouge, où effectivement, il y a cette idée d'augmenter le niveau d'activité physique aussi à l'université. Et ça fait l'objet d'une fiche action qui parle du déploiement d'initiatives sport-santé et du déploiement aussi de l'idée de maisons sport-santé dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, on franchit des caps. Et pour témoigner de cela, nous nous sommes tournés vers l'université d'Aix-Marseille, notamment parce que c'est une des rares universités françaises où une des vice-présidentes de l'université est issue et dans le cadre de la filière STAPS. Donc voilà, c'était pour vous brosser un peu un environnement je vais de ce pas passer la parole à Lou qui va revenir un petit peu sur tous ces éléments dans son intervention. J'arrête le partage pour que Lou puisse partager s'il y a besoin. Hop. Oui, merci beaucoup pour ces deux belles introductions et je vais tout de suite partager mon écran. Donc, je choisis la bonne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Enfin, mon diapo. très bien. Vous le voyez en entier, c'est tout bon. Oui. Et quand je défile, est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, non, j'ai pas le défilement. Là, ça n'a pas défilé. Vous êtes toujours sur la première page? Oui, Ça y est, ça défile. ça y est, ça défile. C'est bon, ça prend un petit peu de temps. Ok. Ouais, je pense qu'il y a un petit temps. Petit délai. Ouais, donc rapidement, je vais faire une mini introduction. Donc la thématique du webinaire, comme elle a été dit, c'est sport santé étudiante, quel impact du sport sur la santé étudiante. Avant de commencer ce webinaire-là, hop, moi aussi ça bug du coup maintenant pour le défilement, c'est bon. Je fais un rapide, mais vraiment rapide parce que c'est pas le plus intéressant du tout, mais c'est pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que je fais là, qui je suis et pourquoi, qu'est-ce que je vais vous présenter. Donc sur mon parcours académique, j'ai commencé moi une licence TAPS, donc un tronc commun en 2018. J'ai enchaîné avec une licence éducation et motricité pour faire professeur de PS. Finalement, j'ai dévié pour pouvoir aller vers la recherche. Donc, je suis allée en licence ergonomie du sport et performance motrice. Donc là, c'est tout ce qui va être plutôt l'ingénierie et la conception et la physiologie dans le sport. J'ai fait un master 1 ingénierie et ergonomie de l'activité physique. J'ai fait 2 années de césure et ensuite j'ai terminé mon master 2. Donc à chaque fois, dans mon parcours académique, j'ai fait de la recherche sur des thématiques proches de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et du coup, à côté, au niveau de mon engagement bénévole, qui est quand même structurant dans le monde du sport, j'ai été donc élue universitaire à tous les niveaux. J'ai co-créé une association qui s'appelle le Marseille Ergonomie et Ingénierie du sport, donc qui travaille sur plutôt la thématique ingénierie et ergonomie dans le sport au niveau étudiant. J'ai été en gestion d'une Agoré, donc une Agoré, c'est une épicerie solidaire étudiante, donc j'ai beaucoup connu tout ce qui était précarité étudiante, parce que là on va parler aussi de santé mentale et de précarité, mais du coup, j'ai pu aussi le découvrir sur un aspect terrain.
J'ai été chargée de mission troisième cycle, donc recherche, et première vice-présidente générale ensuite de l'ANESTAPS, donc la structure qui est la première organisation représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation, où du coup j'ai fait 2 années, mes 2 années de césure, elles étaient à l'ANESTAPS, où la seule enquête qui existe sur les étudiants et sur la santé des étudiants en France qui a été faite par l'ANESTAPS et l'ONAPS, donc j'ai été là à ce moment-là, et du coup tout le portage plutôt politique, on va dire, notamment avec le CNOSF au niveau national, etc., sur la thématique du sport à l'université, j'ai pu le faire sur un aspect terrain, mais plutôt politique, on va dire. J'ai co-créé une association européenne, donc l'EIAS, European Youth Alliance in Sport Field, qui est un peu la poursuite de la NESTAPS, mais au niveau européen, parce qu'il y a plein de choses qu'on va dire qui, au final, sont vraies aussi dans d'autres pays, donc on a voulu aller plus loin. Et je suis actuellement élue CNESER au ministère de l'Enseignement supérieur, donc je suis représentante étudiante au niveau de l'enseignement supérieur. Pour autant, je suis plus étudiante, donc j'ai terminé mes études. Je suis donc actuellement chargée de développement et de coordination à l'association sportive d'Aix-Marseille Université. Donc c'est un peu le club sportif de l'université. On est en lien avec la FFSU, donc la Fédération française de sport universitaire. Donc on gère tout ce qui va être l'aspect compétitif. Donc là, on est sur un autre type de sport parce que je vais essayer d'évoquer un peu tous les types de sports qui peuvent exister, même si vous connaissez très bien, mais pour faire le lien avec les étudiants. Donc je travaille très proche des étudiants. Je suis du coup aussi, comme l'a dit Véronique, ingénieure de projet MOVAMU. Donc MOVAMU, je vais en parler forcément à la fin, mais du coup c'est un dispositif en lien avec le SUAPS qui est l'équivalent d'une maison sport santé universitaire. Donc il y en a 4 en France et là on essaie d'avoir le label pour être la 5e. Mais voilà, c'est un gros dispositif qui a été lancé en octobre à AMU et donc que je gère cette année. Je suis aussi vacataire à la faculté des sciences du sport de Marseille, après être étudiante. Maintenant, je contribue d'une autre manière. Et je vais retourner à être étudiante puisque je rentre en doctorat en septembre sur la thématique de l'insertion professionnelle des étudiants en STAPS. Donc toujours sur le sport, mais plus sur la santé étudiante. Je dévie un peu et je vais ailleurs. Mais du coup, de base, je devais faire un doctorat sur la, la santé des étudiants et le lien avec la pratique de l'activité physique. Finalement, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais j'ai fait mon mémoire là-dessus et c'est une partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'ai fait euh, un rapide aparté sur les sports que je pratique, parce que je me suis dit au dernier moment que ça pouvait être intéressant juste de l'évoquer. Mais voilà, j'ai fait un peu de tout, beaucoup de sports individuels, plutôt escalade, break, volley, natation, danse contemporaine, ski, trail, pétanque, parce que voilà, on est à Marseille, course, route et bientôt ultra trail. Voilà, pour moi, c'est pas le plus intéressant, mais je pensais que c'était important. Donc, au niveau du contexte, pareil, c'est des choses que vous devez savoir, mais j'ai voulu apporter un peu une base scientifique. Donc, l'activité physique, sur plusieurs papiers qui le prouvent, du coup, permet de baisser tout ce qui va être les risques cardiovasculaires, la mortalité prématurée. Et à l'inverse, ça permet d'augmenter la santé mentale, la santé physique et la qualité de vie. D'un autre côté, la sédentarité. Donc, la sédentarité, c'est le fait de rester plus de 8 heures, enfin, c'est le fait de rester assis ou allongé sur des périodes de longue durée, sauf quand on dort, parce que ça compte pas dans le cas de sédentarité. Cette sédentarité-là, elle entraîne un risque accru de mortalité, notamment quand on dépasse les 8 heures par jour assis. Et elle a un effet délétère dès l'enfance, même si on a une activité physique suffisante. Pourquoi est-ce que je précise ça? On peut tout à fait être sédentaire et actif physiquement, ou alors inactif mais pas sédentaire. Donc il faut vraiment faire la différence entre activité physique, enfin inactivité physique et sédentarité. Inactivité physique, c'est le fait de ne pas pratiquer d'activité physique, donc ni en pratique libre, ni en club, ni de marche, on va dire, suffisante. Et la sédentarité, c'est le fait de rester assis. Donc il peut y avoir des sportifs de haut niveau sédentaires, par exemple. Il fait sa pratique à haute intensité 3 fois par semaine, mais par contre, le reste du temps, il est dans un bureau et il bouge pas. Comme là, on est en train de faire devant un webinaire. Euh,
Ensuite, cette sédentarité et cette inactivité physique, elle entraîne plus de 5 millions de décès par an, qui donc sont liés à cette inactivité physique. Donc, on a quand même des chiffres assez clairs sur les dangers. Et je pense que bah, tout le monde ici l'a déjà entendu, vous êtes dans le secteur du sport, mais voilà, si on ne pratique pas et si on est sédentaire, bah, on a des effets très poussés et très prononcés sur la santé physique, sur la santé mentale et directement en fait sur bah, la mort. C'est un peu alarmant, mais c'est la réalité des choses. Pourquoi les étudiants sont un public clé? On a une baisse de l'activité physique post-bac qui est assez énorme. Sur l'enquête de l'ANOSTAPS et de l'ONAPS qui a été faite en 2022, on a plus d'un tiers, enfin de 2 tiers, pardon, des étudiants qui arrêtent leur activité physique en entrant à l'université. Donc ça veut dire qu'ils partent des clubs. Je ne sais pas qui est présent un peu ici, mais s'il y a des clubs, vous devez sans doute un peu voir le gap bah, les étudiants, enfin les jeunes pratiquent jusqu'à la fin du lycée, même s'il y a quelques différences, mais après, ça s'arrête totalement à l'entrée à l'université. Donc, on a cette baisse de l'activité physique post-bac, et à l'inverse, on a une augmentation du temps sédentaire universitaire due à la forme à la forme des emplois du temps de l'université, avec les cours de PS qui sont complètement supprimés. Donc, ce qui pouvait continuer à faire sortir les jeunes, bah, du coup, ça n'existe plus. Et des temps de cours qui sont très prolongés, plus de 4 heures, parfois des cours magistraux de plus de 4 heures enchaînés. Des enseignants qui ne sont pas forcément sensibilisés et qui ne font pas de pause ni de pause active au sein de leur université. Donc, on a un contexte universitaire avec des étudiants qui sont plus de 8 heures par jour assis. Donc, si je reviens à mon contexte juste précédent, plus de 8 heures par jour assis, baisse de l'activité physique. On a donc des étudiants qui ont des risques cardiovasculaires et des risques de mortalité prématurée. Si je peux résumer, parce qu'ils entrent à l'université, parce qu'il y a un effet sociétal et un manque de vision positive sur l'activité physique par nos politiques, par les différents choix qui ont été faits et qui font qu'aujourd'hui, on a des effets. Ça se voit directement sur la santé physique des étudiants, mais aussi sur la santé mentale. Donc, sur les dernières enquêtes d'OVE ou sur une enquête récente de Rodriguez et Romo en 2023, on a un tiers des étudiants qui annoncent être en détresse psychologique. Et ce chiffre, il augmente. Et aussi, il diffère selon les mentions. Et on commence à voir des différences justement selon les parcours d'étudiants, ceux qui font moins d'activité physique, ceux qui sont dans des filières qui promeuvent moins l'activité physique, on a des états de santé mentale très, très, très délétères. Notamment, par exemple, si je peux citer les études d'architecte, un architecte, il y a l'historique comment on appelle ça? De la charrette. Donc, c'est le fait de travailler énormément de 7 heures du matin à minuit et que celui qui travaille le plus, c'est celui qui est le mieux. Mais au final, on a des taux de suicide qui augmentent quand on a des étudiants qui pratiquent ce genre de choses. Et c'est lié aussi au manque d'activité physique et à cette détresse psychologique. Je reviens à ma première question. Pourquoi est-ce que c'est un public clé? Parce que dans les différents, cette fois-ci, on passe en sociologie, mais on parle de transition développementale critique. Donc, c'est le moment où on devient des adultes. Les étudiants, c'est un peu cette transition-là. Et elle est critique parce que c'est le moment où on va créer des habitudes durables de sa vie d'adulte. C'est des habitudes qui sont à construire. Donc, ça commence quand même forcément dans tout ce qui va être éducatif avant l'université. Mais à l'université, c'est là où on va ancrer ces habitudes. Et ces habitudes-là, comme on l'a vu là, on a une baisse de l'activité physique, une augmentation du temps sédentaire et toutes les recommandations de l'OMS qui peuvent être faites sur 150 minutes d'activité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique vigoureuse, elles ne sont pas respectées. Donc on a quand même un constat plutôt alarmant de tout ce qu'il faudrait faire en soi, c'est pas vraiment fait. Et nos étudiants en France
ne vont pas très bien, que ce soit au niveau santé mentale et santé physique. La spécificité à AMU, j'ai pas encore de chiffres très, très précis, mais on a quand même, on sait qu'il y a 41% des étudiants d'AMU, donc d'Aix-Marseille Université, qui se déclarent en mauvaise santé mentale, et 30% de pratiques sportives régulières chez les étudiants. Donc 30%, c'est pas du tout un assez bon chiffre, et 41%, c'est un trop gros chiffre. On ne devrait pas du tout avoir ces chiffres-là à l'université, donc c'est pour ça qu'il y a des choses à faire. J'enchaîne vite. Vous me dites, tu me dis, Véronique, si je suis trop longue et tout, hein, tu me couperas. Non, vas-y, c'est passionnant. Donc, la première étude que j'ai pu faire, donc là, je bascule sur le côté très scientifique. Après, je passerai sur le concret des choses qu'on peut faire à l'université et qu'on fait déjà, mais qu'il faut améliorer. Donc, la première étude que j'ai menée, c'est une étude sur l'activité physique, la condition physique, le soi perçu et les performances académiques. Donc, sur le petit schéma qui est fait ici, on peut voir que le sport pratiqué déclaré, que j'ai transformé en MET, donc le MET, c'est les énergies dépensées par sport, a une influence. Donc, c'est plutôt, il faut voir à l'inverse, mais du coup, le sport pratiqué, je l'ai mis comment on appelle ça, en énergie dépensée. On a les performances académiques, donc ça, c'est la moyenne qu'on a pris des étudiants au semestre 1, donc c'est que des étudiants en STAPS. On a pris l'indice de condition physique, donc c'est-à-dire on a comme indice, on a pris leur moyenne de score au N-GRIP, donc leur force de préhension, qui est un bon indicateur de condition physique, et on a pris leur estime globale de soi, donc via un questionnaire, cette fois-ci en psychologie. Et donc là, on voit que au niveau des effets significatifs, le sexe a un effet sur la condition physique, l'estime globale, le sexe a un effet sur l'estime globale de soi et sur le sport pratiqué. Et après, là, j'avais mis la moyenne au bac comme variable, comment on appelle ça, euh, de contrôle, voilà, d'ajustement. Et elle a eu un effet, en fait, sur le sport, sur l'intensité du sport pratiqué, sur les performances académiques, forcément, et sur l'estime globale de soi. Donc ça, c'était une première étude où on n'a pas forcément eu les résultats, attendus, parce que bah, vous voyez que entre mes variables principales, j'ai pas forcément d'effet, mais du coup, ça nous a permis de faire une deuxième étude sur les facteurs déterminants de la relation entre la condition physique, la perception de soi et les performances académiques chez les étudiants en STAPS. Excusez-moi, je peux me déplacer, hein, je peux... Oui, pardon, excusez-moi. Je vais juste me déplacer 5 minutes, Véronique. Ça va. Enfin, je vais aller dans la salle d'à côté. Désolée. C'est les aléas du direct. Alors, ça s'appelle une pause active. Elle a dit Voilà. qu'il ne fallait pas rester trop longtemps assis et donc elle en profite pour se lever, bouger un peu pendant que nous on attend tranquillement assis. Donc je note. Euh, Oui, excusez-moi. Du coup, la deuxième étude que j'ai pu mener, c'est sur les facteurs déterminants de la relation entre la condition physique, la perception de soi et la performance académique, du coup, chez les étudiants en STAPS. Donc, je tourne mon diapo. Hop. Ce qu'on a voulu voir, c'est comment est-ce que la condition physique et la perception de soi, elles interagissent pour influencer les performances académiques chez les étudiants en STAPS. Donc, toujours pareil, on a regardé la condition physique générale, la perception de soi avec le questionnaire dont je vous ai parlé, la force de préhension que je vous avais déjà montré, mais on a aussi rajouté l'endurance aérobie, donc avec un test navette qu'on a fait aux étudiants. Donc, c'est un test de leur performance maximale aérobie et qui est aussi un très bon indicateur de la condition physique.
Si vous avez un peu suivi les actualités, on en a un peu parlé chez les étudiants, enfin chez les jeunes de 6e qui courent de moins en moins bien et ont des très mauvaises performances. Donc on a aussi regardé ça chez les étudiants et on a lié ça aux performances académiques. Notre hypothèse, c'était la condition physique, elle influence à la fois la perception de soi, qui, elle, va avoir un impact sur les performances académiques. Donc, à la fois un effet direct, une meilleure condition physique entraîne une meilleure performance académique, mais aussi des effets indirects. Une meilleure condition physique entraîne une meilleure perception de soi, qui entraîne une meilleure performance académique. Donc ça, c'était nos hypothèses. Au niveau de la méthodologie, pour que vous ayez un peu en tête, donc là je suis très scientifique, mais voilà, comme ça vous avez un peu tous les éléments. Mais donc on a gardé 191 étudiants sur les 820 étudiants de L1STAPS par rapport aux données qui étaient exploitables. Les données elles étaient recueillies dans le cadre d'un enseignement encadré, donc c'était sécuritaire. Et on avait voulu prendre les données de leur niveau d'activité physique, mais on avait des données autodéclarées beaucoup trop incomplètes ou incohérentes, avec des étudiants qui déclaraient faire 1400 minutes de sport par heure. Donc c'était une mauvaise compréhension du questionnaire qui avait été envoyé, donc on n'a pas pu utiliser ces données. Au niveau de toutes les mesures qu'on a faites, donc je vous ai parlé de la force physique qui a été faite. Donc avec 2 essais par main avec le bras tendu, l'endurance aérobie avec un test navette donc, sur une distance de 20 mètres, la fréquence cardiaque de réserve qui a été utilisée en utilisant le calcul donc, de leur force, leur fréquence cardiaque maximale et moins leur fréquence cardiaque de repos. On a utilisé donc leur perception de soi avec leur valeur physique perçue, donc qu'est-ce qu'ils percevaient d'eux-mêmes, et l'estime globale qu'ils avaient d'eux-mêmes, via un questionnaire de psychologie. On a utilisé leur moyenne académique, donc leur moyenne au semestre 1, mais aussi leurs notes sur un bloc spécifique du semestre 1. Et on a utilisé des variables socio-démographiques, donc le sexe, mais aussi l'âge, la taille, le poids et l'IMC. Au niveau des premiers résultats, donc on a des différences significatives qui ressortent forcément. Sur le N-grip, on a des différences hommes-femmes, mais ça, c'est normal, ça s'explique par la physiologie. Pareil sur la vitesse maximale aérobie. Sur l'estime globale de soi également, une meilleure estime globale de soi chez les hommes que chez les femmes. Sur la valeur physique perçue également, une meilleure valeur physique perçue chez les hommes que chez les femmes. Et l'IMC, mais ça, c'est pas très intéressant. Donc, au niveau des corrélations, je passe rapide sur les résultats. Oui, parce que tu peux passer assez vite sur le côté scientifique et nous travailler sur les résultats, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, on trouve des liens significatifs entre la condition physique, la perception de soi et la réussite académique. Donc là aussi, on voit que la valeur physique perçue et la vitesse maximale aérobie, donc les capacités aérobies, elles jouent un rôle central dans ces relations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, hop, directement, ça, c'est le modèle, vous n'en avez pas besoin. Ça veut dire que la condition physique, elle a un effet sur la réussite académique. Donc ça veut dire le fait de pratiquer et donc d'avoir une bonne condition physique a un effet sur la réussite académique, notamment via la valeur physique perçue. La vitesse maximale aérobie, donc les capacités aérobie, c'est un médiateur central. Donc cette condition physique qui passe par les capacités aérobie, elle est déterminante pour tout ce qui va être réussite académique et estime globale de soi. L'importance du vécu corporel, donc là, forcément, les différences, elles étaient très significatives entre les femmes et les hommes. Donc les vécus corporels sont différents entre femmes et hommes, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et ça, les limites de l'étude. Conclusion, donc les résultats clés qu'il faut retenir de cette étude que j'ai menée, c'est que cette condition physique, elle influence indirectement la réussite universitaire, comme je vous ai dit, via la valeur physique perçue. Et donc cette étude, le but c'était d'avoir un premier modèle qui permettait de combiner tout ça. Normalement, j'aurais dû continuer en thèse sur cette thématique-là pour aller un peu plus loin. Mais du coup maintenant, on n'a pas la poursuite, mais voilà pour cette première étude. Si vous avez des questions sur l'étude, je pourrais y répondre juste après. Maintenant, je passe dans le concret de quelles sont les actions qui sont faites concrètement à l'université.
Donc, je vais passer rapidement sur le dispositif MOVAMU, sur la SAMU et sur après, ça, ce sera plutôt une ouverture sur le lien entre ce qui est fait actuellement, entre ce qu'on a de la connaissance scientifique, ce qui existe à AMU, ce qui existe chez vous et comment est-ce qu'on peut faire du lien entre tout le monde. Et cette notion de sensibilisation, de communication et d'aller vers qu'on est en train de faire actuellement, mais qu'il faut poursuivre pour pouvoir encore s'améliorer de jour en jour. Donc concrètement, MOVAMU, c'est quoi? MOVAMU, ça a été lancé donc en octobre. C'est un dispositif qui est équivalent à une maison sport santé universitaire. On n'a pas encore le label, mais c'est en devenir. Donc c'est des créneaux de sport santé bien-être, SSBE, des créneaux d'activité physique adaptée, des créneaux de culture santé bien-être. Donc ça, c'est des créneaux orientés, mais plutôt théâtre, chorale, etc. Du design actif, donc revoir la forme dont sont faits nos campus, des ressources actives et de la mise en place de pauses actives, et la sensibilisation. Tout ça, c'est dans un même dispositif. Et l'objectif, c'était de dire, bon, bah voilà, on a 30% d'étudiants qui pratiquent à l'université, tout le reste, soit ils pratiquent en dehors, ou soit on n'a pas de connaissances. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour les toucher, comment est-ce qu'on fait pour être, être adapté à eux. Donc, les publics qu'on vise via MOVAMU, ça va être les personnes éloignées de la pratique. Donc, déjà plus les femmes, mais aussi les publics en situation de handicap qui pensent ne pas pouvoir faire de sport, les publics qui ont des affections longue durée, les étudiantes qui ont par exemple de l'endométriose, qui est considérée comme une affection longue durée, les personnels aussi qui sont sédentaires comme les étudiants. Voilà, on touche un public très large et on n'avait rien avant qui existait vraiment pour eux. Donc ce public-là, on leur propose plusieurs choses. Soit de s'inscrire de eux-mêmes sur des créneaux sport santé bien-être. Donc c'est des créneaux en petits groupes où on va proposer voilà, de l'activité physique douce et des choses adaptées, du yoga, etc. Ou alors on leur propose de faire un bilan. Et donc le bilan, c'est un bilan de forme dans lequel on teste leur capacité physique, on fait un entretien, donc c'est un enseignant à pas qui fait un entretien motivationnel, et ensuite on les redirige soit vers du SUAPS, donc service universitaire du sport, soit vers du SSBE, soit vers de l'APA. Et l'APA, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance ou autre de cela, mais du coup, ça va être des créneaux pareils en petits groupes, mais d'activité physique adaptée. Donc, on va aller travailler sur les sensibilités, sur les problématiques de chaque personne individuellement. Donc, c'est des cours collectifs, mais dans lesquels on s'adapte individuellement à chacun. Et vu que la problématique de la santé étudiante et de la sédentarité et l'inactivité physique, c'est pas ciblé que sur ces personnes-là et qu'il faut toucher tout le monde, on travaille aussi actuellement sur faire un diagnostic de nos campus sur est-ce que nos campus favorisent l'activité physique ou non. Donc via le concept du design actif, donc c'est revoir la manière dont sont faits nos campus. On travaille aussi du coup. Tu peux parler un Ouais. petit peu c'est vrai que on en parle de plus en plus du design actif. Même Ouais. pas uniquement, hein, alors, c'est pas le cas aujourd'hui, mais parfois on a des collectivités qui assistent au webinaire et effectivement, c'est cette idée en fait de faire en sorte que les lieux où on vit, où on se déplace, sont des lieux qui permettent d'être en activité. Ouais, c'est ça. Il y a des exemples un peu visibles qui ont été faits avec Paris 2024 lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, où il y a eu un peu de pub là-dessus, où quand on va aller mettre de la couleur, on voit il y a des effets énormes en fait, c'est des effets d'abord sur la cognition, et du coup qui vont favoriser les choix des personnes. Mais quand on va mettre de la couleur sur un espace, on va aller plus facilement sur cet espace-là. Pareil sur est-ce qu'on favorise le fait de prendre l'escalator, prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur? C'est pas le cas dans nos universités parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc tout le monde prend les escaliers. Mais il y a des choses où est-ce que les espaces verts, est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils donnent envie? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens les utilisent? On a aussi dans nos campus, par exemple, beaucoup d'espaces de sport de pratique libre avec tout ce qui va être street workout, etc. Mais ces espaces-là, sur certains campus, ils ne sont pas utilisés. Donc là, le diagnostic, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas utilisés. Est-ce que c'est vraiment parce que les étudiants n'ont pas envie ou est-ce que c'est parce qu'ils sont mal indiqués, que
ça fait un peu malfamé parce qu'à côté, il y a des problématiques, par exemple à Colbert ou autre, des problématiques aussi plutôt de sécurité étudiante. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on voit globalement. Comment est-ce qu'en réaménageant l'espace, on rend l'espace attractif ou non à l'activité physique. Et là où je trouve que c'est le plus révélateur, c'est sur les cours d'école des enfants. Les cours d'école des enfants, moi, en tout cas, à mon époque, je suis encore jeune, mais vous l'avez compris, il y avait le terrain de foot au milieu de la cour. Il n'y avait que les garçons qui jouaient. Donc déjà, c'était actif, mais que pour les garçons. Et puis le reste de la cour, c'était des cailloux autour et donc rien d'autre, quoi. Donc maintenant, ils revoient les cours d'école pour aller sur de la pratique physique nécessaire. Donc des structures pour monter, des structures pour sauter, des espaces de slalom, tous, tous des espaces qui n'ont pas forcément un sport indiqué comme le foot, mais qui sont plutôt allés vers de l'activité physique et pas du sport. Donc tout ça, c'est du design actif. Donc c'est très concret, je trouve, à l'école, mais ça se réfléchit aussi maintenant dans tous nos espaces de manière générale. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. C'est tout récent, mais on travaille sur tout ça. On travaille sur tout ce qui va être handicap, sur tout ce qui va être affection longue durée. Et dernière chose qu'on a mis en place, je ne l'ai pas mis là, mais c'est les tests ta forme. Donc ça, je vais en parler un peu tout à l'heure, mais on parle beaucoup des publics éloignés, on parle beaucoup de la sensibilisation, mais je pense que déjà, toutes les personnes qui sont à ce webinaire, si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà un minimum sensibilisé et que vous avez déjà l'envie de faire des choses. Le plus difficile, mais ça, je vous apprends rien, c'est d'aller toucher les personnes qui ne croient pas en tout ça, qui n'ont jamais été éduquées à ça et qui sont réfractaires ou qui ont peur, qui ont eu des mauvaises expériences en EPS, en club, pour X raisons, voilà, ça arrive. Même si nous, on a tous eu des bonnes expériences, mais voilà, il peut y avoir ces choses-là. Et ben, du coup, on a mis en place des tests à forme, donc c'est des stands, une fois par semaine sur tous les campus, les 5 campus de l'université, où on propose aux étudiants de faire 3 questionnaires rapides de santé mentale. Donc là, j'ai les chiffres en direct de l'état de la dépression chez les étudiants, l'état d'anxiété et l'état de santé mentale global. Donc c'est anonyme. Et on leur propose de faire 3 tests de santé de conditions physiques, donc le N-GRIP, dont je vais parler, le test assis debout de 30 secondes sur une chaise et un test d'équilibre, les yeux fermés. Ça nous permet d'avoir très vite, en 10 minutes, l'état de santé un peu global de la personne. Pour le coup, il n'y a pas d'études, donc je ne peux pas affirmer que les étudiants sont en telle santé, mais j'ai des résultats précis par test. Et donc à partir de là, en fait, c'est un premier pas vers la personne. Et on lui dit, bon bah voilà, déjà, il y a des alertes, imaginons sur la dépression, je te conseille d'aller voir quelqu'un. On permet à la personne de commencer à aller vers le soin. Et après, on peut aussi tout de suite parler du dispositif MoveAmu, parler du SWAPS, mais aussi, l'intérêt de ce webinaire, parler du reste de la pratique sportive. Dans mon idée générale, il faudrait qu'en fait, on arrive sur ces stands-là à vraiment présenter toute l'offre sportive de la région, du département, etc., pour pouvoir indiquer au mieux et que les gens puissent se retrouver dans une pratique qui leur correspond. Je fais un zoom rapide aussi sur la SAMU parce que du coup là j'ai parlé de tout ce qui était sport santé plutôt, comment est-ce qu'on touche les étudiants, la santé mentale, la santé physique, mais ça n'empêche pas que il faut continuer aussi les autres choses qui fonctionnent, et donc le sport compétitif il a aussi un intérêt, et le sport compétitif universitaire il est intéressant parce il a entre guillemets un niveau moins élevé que ce qui peut se faire dans vos fédérations, enfin dans les fédérations délégataire officiel. Donc, on va permettre à un plus large éventail de personnes d'aller atteindre un sport national, par exemple. Donc, c'est le cas avec la SAMU, donc on est le club de l'université. On est présent sur tous ces sports-là au niveau national. Donc, c'est quand même un panel assez large. On est présent sur différents projets, mais c'est sur les sports où c'est intéressant.
Et chaque année, on essaye d'augmenter. Donc là, j'ai fait juste un comparatif rapide entre 2 saisons. Mais du coup, sur la saison 25-26, on a une augmentation déjà actuellement de plus de 21 sports sur lequel on est représenté, sur lequel on va. Et en fait, tout ça, c'est des étudiants qui n'avaient pas forcément fait de compétition déjà, ou alors qui en avaient fait, mais qui restaient à un niveau local, parce que justement, bah, le niveau national, c'est une trop grande marche à atteindre, par exemple, j'imagine en FFF, voilà. Mais c'est accessible en Fédération française du sport universitaire. Et donc tout ça, c'est du lien qui peut être intéressant entre les étudiants que vous avez, vous, dans les clubs, que nous, on a à la SAMU, et comment est-ce qu'on peut faire du lien là pour que chacun puisse participer à ces compétitions-là. Ce que tu Euh, disais en préparant ce questionnaire, justement, c'est que parfois il peut y avoir au contraire concurrence un peu dans les timings, les entraînements et le fait de pouvoir libérer un étudiant pour qu'il aille faire de la compétition universitaire par rapport à son club. Ouais, c'est ça. C'est vraiment refaire du lien et se rendre compte que s'il fait une compétition universitaire, bah, en soi, c'est aussi de l'entraînement qui fait partie de son cursus et c'est hyper intéressant. Et à l'inverse, nous, s'il fait aussi partie du club, bah, il va s'entraîner aussi. Parce que pour l'instant, normalement, ça change l'année prochaine, mais on n'a pas de créneau d'entraînement. Donc nous, on fait que partir des gens en compétition, mais sans créneau d'entraînement. Ce qui est étonnant pour un club, mais parce qu'on peut pas, on n'avait pas les autorisations nécessaires. Mais du coup, le fait qu'ils puissent s'entraîner en club, c'était nécessaire pour nous. Donc, on a un manque, en tout cas, c'est ce que j'ai identifié moi cette année, depuis que je suis salariée de la SAMU depuis 2 ans, là. On a un manque de lien avec les clubs du territoire qui est énorme. C'est qu'on devrait tellement avoir plus de monde encore enfin, de liens et de monde qui participe à ces compétitions parce que justement, vous avez aussi des personnes. Et à l'inverse, on a des fois des gens qui viennent chez nous, qui participent à une compétition universitaire, mais qui sont même pas en club à côté alors que ils ont un très bon niveau vu qu'on les envoie au niveau national. Donc là, c'est les petits palmarès, les petites médailles, parce que c'est toujours sympa dans le monde du sport. Et j'en ai terminé. J'ai essayé d'être pas trop longue, parce que en plus c'est en visio, donc c'est toujours un peu long. Mais voilà, j'ai essayé d'aborder un peu tout. J'ai pas trop eu le temps de bien bien préparer les choses, donc je suis désolée si c'était un peu brouillon. Mais je pense que le plus intéressant, c'est les questions. Donc, je suis entièrement disponible pour répondre à toutes les questions, Moi, au maximum que je peux. j'en Alors, ai eu. oui, alors Alors, vous avez un petit outil pour lever la main. Donc, je sais qu'il y a Nina, mais il y a quelqu'un d'autre là qui s'apprêtait à prendre la parole, à poser une question. Donc, je le laisse poser la Oui, moi question. aussi. Allez-y. Ah, moi, d'accord. Non, moi, j'ai juste une question par rapport. Vous avez beaucoup axé sur l'aspect compétition. Est-ce que est-ce que vous envisagez pas autre fait? Moi, pour moi, on peut avoir un niveau sportif un bon niveau sportif sans vouloir faire de la compétition, ou même on peut ne pas avoir un niveau pour avoir fait de la compétition. Et ce qui me choque un peu, c'est j'entends beaucoup de parler de compétition. Et est-ce que pour vous, le sport, c'est uniquement la compétition? Alors, non, pas du tout. J'en ai Voilà. beaucoup parlé à la fin parce que c'est la SAMU et que la SAMU, c'est un club sportif compétitif uniquement. On n'a pas de créneau d'entraînement, donc en fait, on ne fait pas de pratique. Par contre, MoveAmu, le SUAPS et tout ce que j'ai parlé dans le design actif et dans l'importance de pratiquer de l'activité physique chez les étudiants, l'importance de combattre la sédentarité, tout ça, on n'est pas sur de la compétition. On est vraiment sur du sport bien-être, du sport santé aussi au sens large, et juste de la culture sportive j'ai envie de me dépenser, j'ai envie de sortir et j'ai envie de faire quelque chose. Et donc ça touche bien plus un plus grand, large éventail de public que de parler de sport compétition. C'était juste une petite ouverture à la fin, mais évidemment, c'est pas le principal. Oui, dans nos échanges, effectivement, on a abordé cet aspect du sport compétition parce que c'est une réalité qui existe toujours à l'université et qui peut parfois permettre à des jeunes qui ont une bonne pratique sportive, qui ont une culture de la pratique sportive, et pour qui c'est plus compliqué dans le cadre, avec leurs études, dans le cadre de leur club, de peut-être continuer autant sur l'aspect un peu plus compétition, ils ont la possibilité de le poursuivre au sein de l'université. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt correctement et qui pourrait fonctionner encore mieux. Tu parlais du fait de justement de ne pas avoir de créneau d'entraînement. C'est aussi une piste de lien avec les clubs sportifs
Parfois, quand ils ont accès à certains équipements, est-ce qu'ils peuvent réserver un créneau pour travailler avec l'association étudiante pour qu'ils puissent bénéficier de créneaux pour pratiquer. Donc, il y a deux aspects, effectivement, que vous soulignez, hein. La compétition, c'est organisé, ça existe déjà, mais ça peut essentiellement s'améliorer dans le cadre de la pratique. Et puis, Lou avait évoqué tous les autres aspects, effectivement, où là aussi, pour eux, c'est de pouvoir aujourd'hui orienter et savoir ce que les clubs sportifs peuvent proposer aux étudiants pour qu'ils continuent à pratiquer de l'activité physique et du sport quand ils sont en situation d'études. On a une question de Faury et après une question de Nina. Et je reviendrai après sur les capacités à pratiquer en club, justement. Oui, alors moi je suis donc Chantal Faury. Je suis monitrice dans un club d'athlètes au Pen Mirabeau. Bon, j'entraîne surtout les jeunes, hein, voilà. Mais bien sûr, je suis en contact avec les autres entraîneurs qui entraînent les gens plus âgés, les enfants plus âgés. Alors moi, il me vient plusieurs réflexions. D'abord, moi je trouve aussi qu'on culpabilise énormément les étudiants, parce que je pense qu'il y a un gros effort à faire également par l'éducation nationale déjà avant, au niveau du lycée, parce que quand les enfants ont des cours 8h midi, 2h, 6h, je ne vois pas bien, plus les devoirs, où est-ce qu'ils peuvent faire du sport. Ensuite, au niveau, bien sûr, dans les études supérieures, c'est un petit peu la même chose. Mon fils a fait architecte, justement, je vois que tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que, bon, c'est toujours été un sportif, hein, donc il était à haut niveau en termes de BMX. Après, il a arrêté le BMX, mais il a quand même toujours réussi à faire un peu d'escalade, comme à l'époque, il était encore à Lumini, l'école était encore à Lumini. Donc, il se bougeait quand même si les études étaient assez importantes. Et je me souviens également, il y a une dizaine d'années, un jeune étudiant qui était champion du monde universitaire de triathlon et à qui on refusait on va dire, pour passer ses partiels, c'était tel jour, telle heure. Et même s'il avait une compétition, c'est pas grave, tant pis, il ne passait pas ses partiels. Donc, je trouve qu'on culpabilise beaucoup les étudiants, mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi voir au niveau de l'éducation, aussi bien en université que peut-être un petit peu aussi avant, pour adapter un petit peu plus les horaires. En primaire, par exemple, ils ne font que de la piscine. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas un peu d'escalade, un petit peu d'athlé, etc., etc. Nous, notre club, on a mis en place un partenariat avec une école en athlé chez les enfants qui ont 8 ans. Ça a duré, avant d'arriver à voir ce partenariat, ça a duré 2 ans. Donc, quand on parle de mammouth au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'il y ait aussi. Donc, j'aimerais juste que ces enfants, les étudiants, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien faire du sport, mais qui, matériellement, avec on va dire, la complexité et le temps qu'ils mettent au niveau des études, du travail à côté, etc., en fait, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire avec les profs, l'université, les écoles, pourquoi pas un petit peu alléger. Bon, je sais que ça, c'est peut-être un vœu pieux par rapport à diminuer les heures d'école, mais je pense qu'il y a aussi, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on culpabilise ces étudiants qui ne font pas de sport, alors que peut-être qu'ils ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je vois, ma fille a fait des études de droit, elle a fait un master 2 à Aix, mon fils des études d'architecte. C'est compliqué, quoi, hein, de trouver. Et puis, on voit au niveau d'école d'athlètes, hein, ils arrêtent quand ils arrivent jusqu'au lycée. À partir du lycée, ça commence à être compliqué. On arrive à garder les plus motivés. Et après, à l'université, nous, on habite les Pen Mirabeau. Après, éventuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'université ici. Donc, ils vont sur Aix ou sur Marseille. Et là, la plupart du temps, on les perd, quoi. Voilà. Ce qui est dommage, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que ça me venait comme réflexion. Merci pour ce témoignage. Lou, tu veux réagir? Rapidement, mais vous avez entièrement raison. Et c'est des choses qu'on n'évoque pas assez. Après,
l'université, donc il y a des choses qui sont faites pour les sportifs de haut niveau, il y a des chartes qui sont signées, il y a des parcours qui sont mis en place, donc ça quand même, ça évolue pour mettre un peu de positif. Mais après, sur la question du temps, vous avez entièrement raison. Et c'est la première raison qui est évoquée d'ailleurs dans le cadre de la NOSTAPS sur le pourquoi les gens ne font pas de sport, c'est le temps qui est évoqué. Et chez les étudiants, il faut voir le temps de deux manières. Un problème sur la répartition du temps universitaire, ça vous l'avez dit. Et la deuxième manière, c'est la précarité étudiante. On a les étudiants qui sont de plus en plus précaires, qui sont tous en dessous du seuil de pauvreté, enfin au-dessus, en dessous. Enfin bref, qui sont En tous dessous, pauvres. oui, en dessous. En fait, du coup, à côté de leurs études, ils doivent de travailler pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir manger. Et donc, le sport, c'est toujours la première chose qui saute. Et donc, pour ça, au niveau associatif, on a créé des friperies Sport Planète, des choses pour essayer, en fait, de rendre le sport plus accessible. À la SAMU, on finance entièrement les déplacements et les licences. Mais voilà, il y a aussi un frein financier qui du coup est caché par le frein temporel, mais qui est très important au niveau des étudiants et qui explique aussi beaucoup l'arrêt du sport. Avant de passer la parole à Nina et puis de faire témoigner Marie qui nous a rejoint, Lou, c'est ce qu'on a évoqué. On a évoqué aussi parce que effectivement, on parle du milieu des études qui ne favorise pas, et par l'attitude parfois du corps enseignant, qui n'a pas un regard positif sur le fait que l'activité sportive est aussi importante que ce que eux ils enseignent. Et cette désorganisation par rapport aux horaires de cours, au transport, à l'éloignement, est-ce que tu penses, toi, que quand même, il y a aussi au niveau de nos clubs sportifs des modèles à trouver sur le fait de l'accueil de nos populations étudiantes dans nos clubs? Peut-être est-ce qu'on doit sortir de modèles traditionnels, des horaires d'entraînement, de la tarification, même s'il y a déjà beaucoup de choses de faites. Est-ce que ça aussi, c'est un levier qu'on pourrait utiliser? Oui, totalement. Je pense qu'il faut vraiment revoir les modèles traditionnels justement de créneaux horaires, étant donné que ça va pas forcément bouger au niveau éducation nationale ni au niveau universitaire. Là, pour le coup, pour être encore dans les rouages, il n'y a rien du tout qui est prévu pour ajouter des heures pour le sport, pour faire comme les autres pays et bloquer une après-midi entière pour le sport. Ça, c'est pas du tout dans les rouages et ça n'arrivera pas avant 15-20 ans. Donc, en attendant, si on veut agir, eh ben, il faut peut-être élargir de nous-mêmes en fait les autres horaires de pratique. Donc ça, à l'université par exemple en STAPS, on a accès aux infrastructures sportives jusqu'à 23 heures. Et ces infrastructures jusqu'à 23 heures, elles sont surutilisées et toutes prises parce que du coup ça répond à un besoin. Et là, moi, j'ai testé des ouvertures sportives matinales. Donc, je donne un cours de yoga aux étudiants de 7h à 8h. Bah, ça fonctionne très bien. Les étudiants, ils viennent avant leur cours et ça leur plaît parce que ça les fait aussi rentrer là-dedans. Et on voit aussi le paddle où certains clubs maintenant ouvrent très tôt. Donc, pareil, à 7h, c'est même 6h sur certains clubs parisiens. Et du coup, ça permet en fait d'avoir des choses un peu plus larges. Et je pense aussi à la notion de régularité, où habituellement, on demande, et c'est la même chose dans la crise du bénévolat, on demande aux gens de venir et de s'engager sur le long terme. Les formes de pratique maintenant, que ce soit dans le sport, dans le bénévolat, même dans le travail, elles changent. La nouvelle génération, elle veut plus s'engager sur du long terme. Elle veut pouvoir tester plein de choses et surtout, bah, il y a plus d'incertitudes dans le monde. On parle de guerre, il y avait une période Covid. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui rendent les choses incertaines. Et donc, ne plus demander les choses sur du temps long, mais proposer peut-être des packs, des choses qui permettraient, bah, si je peux pas venir sur une séance, bah, c'est pas grave et je perds pas en fait tous mes droits, je suis pas mal vue par l'entraîneur ou euh, pour ces raisons-là. Justement, je suis pas là pour faire du sport compétition. Du coup, j'ai pas normalement ce besoin de régularité, mais si je peux venir pratiquer quand je veux sans avoir un jugement, c'est vrai que ça a des impacts financiers ou autres, ben ça ce serait des bonnes choses. Je vais laisser la parole à Nina qui attend depuis un petit moment, qui a Oui. levé la main. C'est mieux avec le micro, non? Oui. Bonjour, alors du coup moi c'est Nina Leroux, donc je suis préparatrice mentale et voilà, formatrice autour des CPS. Pour la petite anecdote,
ça peut avoir un intérêt avec le sujet du jour. Il se trouve que je sors d'un parcours de reprise d'études de 3 ans, dont 2 années en master STAPS et OPS. Donc voilà, j'ai la particularité. Et je suis athlète encore compétitrice malgré mon âge avancé. Donc en trail longue distance, ultra trail. Donc du coup, voilà. Donc j'ai effectivement pu voir cette thématique-là de l'intérieur à plusieurs niveaux et sous différents angles. Et donc justement, moi, ce qui m'intéresse de par notamment ce regard professionnel, c'est vrai que même si Chantal évoquait la dimension plus structurelle de la problématique et que je rejoins en grande partie, moi, du coup, c'est plutôt la question des freins psychologiques et sociaux qui m'intéressent. Et du coup, sans le vouloir, Lou, tu as un peu déjà amorcé ma question sur justement ce qui m'intéressait, c'était, je suis aussi la question de l'engagement, tu vois, de l'engagement, de la motivation et de ce qui crée les conditions de pratique durables, que ce soit sur un niveau de performance ou un niveau même loisir. Et je voulais savoir, du coup, étant donné qu'on sait que la pratique vers l'activité physique, elle est fortement marquée socialement, je voulais savoir si dans ton étude, c'est des choses que tu avais pu identifier, des indicateurs qui ont pu apparaître, ou est-ce que voilà, c'était déjà très copieux et ce n'était pas forcément précisé dans ton étude. Et du coup, également, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir au niveau des dispositifs que du coup tu mets en place au sein de MoveAmu, comment les étudiants rentrent dans les dispositifs? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que c'est via des prescripteurs? Voilà. Et pareil, si tu as aussi une petite analyse un peu de recul sur l'entrée dans le dispositif et la poursuite ou non et l'impact que ça peut avoir sur les étudiants. C'est une très longue question en fait, hein. Je suis désolée. C'est bon, Nina, on a suivi. Ok, bon, ça va. Alors, en tout cas, très intéressant tes travaux, je le dis au passage. Merci. Je vais essayer de répondre le plus proche possible de la longue question. Pour la première partie de la question, il y a un peu deux écoles qui se disputent cette question-là. J'en ai un tout petit peu parlé avant, et j'ai parlé de la culture sportive. Du coup, c'est le fait d'inculquer vraiment la notion de sport à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui pensent que cette culture sportive, bah, du coup, elle est plus assez faite en France. Elle l'a été peut-être un temps, mais en tout cas, là, actuellement, c'est pas le cas. Et du coup, on a beaucoup de gens qui perdent complètement le fil et qui arrêtent complètement cette culture-là. Et il y a une autre école qui prend de plus en plus de place, qui vient du Canada, qui parle de la littératie physique, où c'est vraiment inculquer des notions de, d'activité physique plus que de sport au sein de la société, d'où la notion de design actif, qui fait que on n'aurait même pas, entre guillemets, à se poser ces questions-là, puisque les personnes auraient dans leur mentalité générale la notion de bah, je me brosse les dents le matin, c'est la même chose que je prends l'escalier plutôt que de prendre l'escalator. C'est exactement la même importance et je fais pas de classement par rapport à ça. Donc, ces freins qui sont plutôt psychologiques, ils vont venir d'un aspect... bon, si on parle de freins psychologiques, il y en aura plein qui sont individuels. Mais là, si je parle plutôt d'un aspect groupe, c'est du coup sociétal, de comment est-ce qu'on inculque ou non cette envie d'aller vers la pratique. Et du coup, bah, je trouve que ça se retrouve, les deux choses que je viens d'évoquer là, ça se retrouve après dans la deuxième partie de la question où, bah, à l'université, par exemple, concrètement, on va voir ceux qui, très naturellement, vont vers le sport. On a des créneaux SWAPS qui sont entièrement complets, blindés. Ça part en plus de 10 minutes. On a toutes les places qui sont prises à l'université. Après, on a 80 000 étudiants et 4 000 places au SWAPS. Donc forcément, ça devient très vite blindé. Mais donc tous ces étudiants-là, ils viennent d'eux-mêmes. Donc c'est des gens, il y a quand même parmi les étudiants des gens qui ont une aisance vers le sport, qui ont cette culture sportive et qui veulent pratiquer. Et après, il y a ceux qui sont plutôt en middle, qui ont pas eu leur place, mais soit qui continuent un peu à côté, soit qui continuent pas trop, mais qui sont favorables à l'activité physique. Et du coup, eux, ils sont plus faciles à toucher. Il suffit de 2-3 communications et ils vont venir vers nous, d'ouvrir des choses nouvelles et ils viennent vers nous. J'ai aussi fait le test là d'ouvrir un running club. Ça marche très bien en Angleterre et ça marche très bien aussi à Marseille, mais ou partout en France. Et là, j'en ai ouvert un spécifique à l'université. Eh ben, ce que je parlais tout à l'heure du modèle différent, du fait de changer les choses et de dire, bah,
vous n'avez pas besoin de venir tout le temps, vous venez qu'une fois si vous voulez ou 10 fois si vous voulez, bah là on touche de nouvelles personnes. Donc on a des personnes qui ne participaient pas au créneau du SUAPS, qui n'étaient pas en club, mais qui viennent tous les mercredis ou un seul mercredi par mois au Running Club à 19 h à Castellane pour courir avec nous pour l'aspect social. Donc ça, ces gens-là, de middle, on va dire, ils sont plus faciles à toucher. Et après, il y a l'autre partie, celle qui a été plutôt traumatisée par le sport, celle qui a ni une culture sportive, ni une culture de l'activité physique. Et celle-ci, bah, on essaye de la toucher via les tests à forme. Donc, on essaye de les toucher plutôt via la santé. Donc, de leur proposer des bilans de santé, de leur proposer un diagnostic. Et après, en théorie, quand on a une vision de soi et quand on se rend compte de certaines problématiques, je fais un test de 30 secondes assis debout et j'arrive à me lever que 15 fois, c'est inquiétant. Parce que du coup, quand je suis étudiant, je suis jeune, je suis censée quand même. Voilà. Et on a des tableaux de normes qui sont issus de tableaux scientifiques où on peut leur expliquer où est-ce qu'ils se situent, avec beaucoup de pincettes, parce que voilà, c'est un test sur un instant T. Et à partir de là, on leur propose un dispositif adapté et surtout un parcours. Et ce parcours, soit c'est de la PA, soit c'est autre chose, mais derrière, c'est ne jamais les lâcher. Et donc, il y a ces étudiants-là, pour le coup, ou c'est personnel, mais là, on parle des étudiants, ils sont beaucoup plus difficiles à toucher. On entre avec eux par la santé. Et une fois qu'on les a, il y a un peu ce truc de pas les lâcher. C'est que vu qu'ils sont pas du tout sensibilisés, qu'ils n'ont pas cette culture, ni de la littératie, ni de la culture sportive, peu importe l'école où on se place, si on renvoie pas un mail, si on les met pas dans un groupe WhatsApp, si on revient pas vers eux tout le temps pour dire est-ce que tu viens à la séance prochaine, tiens, je te propose ces exercices-là, etc., ils vont lâcher. Alors que si on arrive à créer un habitus, sur un nombre donné de séances, ça dépend de la difficulté et l'éloignement de la personne, et ben là, on va pouvoir avoir des personnes qui derrière vont engager sur de l'activité physique. Donc ça demande quand même un travail très individuel et, et, et très fastidieux en fait quand on parle de la notion aller vers le public éloigné, aller vers le public en situation de handicap. Des fois, on le pense que sur une fois, mais cet aller vers, il est permanent, au moins pendant 3 mois, de devoir le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. J'ai essayé d'aller un peu toucher à tout, mais... Merci, Lou. Défi, attends. Je vais en profiter, je vais passer la parole à Marie d'Angelo qui nous a rejoint. Marie, je crois que toi, c'est le basket que tu pratiquais. Tu t'es investie aussi auprès des jeunes du SNU, du Service national universel, où tu étais tutrice aussi, tu es intervenue sur le SNU. Et toi, le sport, tu as pu continuer, on parlait d'habitude, de routine. Toi, le sport t'a accompagné dans ton parcours d'études et a joué un rôle important pour toi? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Marie, j'ai 25 ans et j'ai terminé mes études depuis un peu moins d'un an. J'ai un parcours plutôt classique. J'ai eu un bac S. Ensuite, je suis partie en fac de bio, mais ça m'a pas plu. Je me suis réorientée en fac de psychologie où j'ai obtenu une licence pour ensuite basculer sur un master MEF pour spécialité encadrement éducatif pour devenir CPE. Et en parallèle de ça, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'ai toujours fait du basket, du coup, et je continue à l'heure actuelle aussi d'en faire. Pour moi, ça a été vraiment un exutoire parce que forcément, pendant les études, il y a eu du stress, des périodes compliquées, où il y a eu beaucoup de travail, de la fatigue. Et le sport, ça a toujours été une plus-value, ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagnée, qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau et à me vider la tête. Ça m'a permis également de rencontrer des gens parce que moi, je suis originaire de La Ciotat. Donc, je suis partie faire mes études sur Marseille et après sur Aix-en-Provence. Et malheureusement, du coup, on quitte nos amis, on quitte notre foyer et nos habitudes pour aller ailleurs. Et ça a été vraiment quelque chose de bénéfique. Moi, j'ai toujours fait du basket en club. Et en parallèle, j'ai rejoint du coup AMU au SUAPS pour avoir le bonus de 0,5 de base en plus dans mes études pour avoir une plus-value. Et ça m'a également permis de rencontrer du monde et de toucher à d'autres activités que je ne touchais pas dans la vie de tous les jours. J'ai fait un peu de boxe, j'ai fait un peu de crossfit quand j'étais sur Lumini. Donc c'était vraiment très sympa. Et ensuite, j'ai un peu baissé sur le sport pour permettre également de continuer mes études et je me suis lancée dans l'arbitrage. Ça fait plus de 4 saisons que je suis arbitre officiel régional de basket. Donc ça a été un à côté assez sympathique pour du coup arrondir mes fins de mois.
parce que avec un logement étudiant et des revenus qui n'étaient pas toujours stables, ça a été quelque chose de vraiment intéressant. Et ça m'a également permis de ne pas lâcher le sport et de continuer, de voir le sport d'une autre manière. Et ça m'a appris la gestion des émotions, à gérer des conflits et à bien m'entourer et à bien traiter des situations. Donc ça a été vraiment, le sport pour moi, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique. Ça a été un peu une bouffée d'oxygène parce que quand on prépare un concours en parallèle, ça fait du bien de se dire, allez, on sort la tête de l'eau, on va voir les copines, elles vont te vider la tête pendant 1 heure et demie et après tu ne vas pas trop mettre dans tout ça et souvent on est plus efficace. Donc pour moi, allier les études et le sport, c'est quelque chose de possible. Après, il faut une certaine organisation et une certaine discipline parce que c'est vrai que des fois, quand on sort des cours, il est 19h30 et qu'on a entraînement à 20h, on n'a pas du tout envie d'y aller. Mais une fois qu'on y est et qu'on a enfilé les baskets, ça fait toujours du bien de se vider l'esprit. Après, quand on ne peut pas y aller, on s'adapte. Moi, souvent, je faisais du sport chez moi pour vraiment essayer dans tous les cas, j'arrivais plus à réfléchir et à travailler, donc il fallait bien que je sorte. C'était le sport, ma porte de sortie. Donc voilà. Justement, Marie, ce que disait Lou en parlant du fait d'avoir déjà cette culture aussi sportive depuis l'enfance. Est-ce que le fait que toi, tu aies fait du sport depuis toute petite, c'est aussi ce qui t'a permis de maintenir cette routine et de continuer à faire l'effort? Je pense que oui, dans un sens, ça m'a accompagnée, ça m'a permis de me dire que je fais du sport, ça a toujours été quelque chose où j'ai pris du plaisir, donc oui, on continue dans ce sens-là. Après, j'ai plein de copines qui ont fait du basket et une fois la poursuite d'études qui s'est annoncée à elles, elles ont arrêté. Et j'ai des copines, quand on les a rencontrées à la fac, on s'est dit, venez, on fait une activité ensemble, du renforcement musculaire ou autre, et elles s'y sont mises à ce moment-là. Parce que ce qui était bien, c'était avec SUAP, c'était que du coup, on pouvait avoir une activité sportive qui nous rapportait des points dans notre dossier scolaire et en même temps qui nous permettait de nous vider la tête pendant 1 heure. Donc oui, moi, personnellement, ça m'a apporté le fait de faire du sport depuis toujours, de vouloir continuer. Mais la fac m'a fait découvrir des sports que j'aurais pas touché, je pense, si j'avais pas fait d'études sup. Justement, Marie, on a une question de Thomas. Oui, bonjour. Donc Thomas Renaud, je suis responsable développement sur le département du Vaucluse au niveau du tennis de table. Donc Véronique, on se connaît, j'ai fait un passage au DOS aussi du Vaucluse. Du coup, je vais rebondir sur le témoignage. C'est Marie, c'est ça. Du coup, au niveau du basket, est-ce que tu as une pratique majoritairement fédérale ou tu as une pratique également au niveau du collège, au niveau après, enfin universitaire, j'ai entendu, mais c'était plus par rapport à des bonus, par rapport au cursus scolaire que sportivement. En gros, ma question, c'est est-ce que tu avais un épanouissement sportif dans le milieu fédéral ou au niveau scolaire, durant tout ton cursus, c'est-à-dire collège, voire même primaire? Déjà, c'est une première question. J'ai toujours fait du basket en compétition, mais toujours à un niveau régional. Je suis jamais allée plus haut. Je faisais le banc de la N3 quand j'étais jeune, mais j'ai jamais joué parce qu'après les déplacements, ça nous faisait partir loin, donc c'était assez compliqué de mettre tout ça. Et dans l'arbitrage, pareil, je suis toujours restée dans un niveau région. Je vais souvent dans le Vaucluse ou au fin fond du Var, rarement dans les Alpes-Maritimes, mais du coup, j'ai toujours fait du basket en compétition. Et là, ça fait quelques années que je joue à un niveau départemental pour le plaisir et je continue à arbitrer dans toute la région PACA. Est-ce que C'est tu as sûr. été en UNSS? Non, jamais. Ouais. D'accord. Et à Mais Mu, tu as dit que tu étais avec le SUAPS. Tu as parlé au départ, c'est vrai peut-être que, je pense peut-être pas tout le monde le sait, c'est qu'effectivement, ça peut apporter des bonifications, la pratique sportive et le fait d'intégrer le SUAPS. Donc, on peut avoir certains étudiants qui vont au SUAPS surtout pour ça et moins pour l'épanouissement sportif. Est-ce que toi, c'est ce qu'expliquait Lou aussi au début sur la pratique aussi en AS classique à l'université? Qui a aussi une forme d'épanouissement à faire du sport aussi dans les structures universitaires qui sont dédiées à ça. Est-ce que toi, ça a été aussi un lieu d'épanouissement? Ouais, j'ai adoré faire du sport au SUAPS. Plus particulièrement à Lumini, par rapport à la structure d'Aix, parce qu'elle permettait vraiment, il y avait des structures qui étaient hors normes et tout le monde faisait du sport, ou tout le monde, grâce au STAPS, tout le monde était en tenue de sport, donc il y avait vraiment cette culture du sport où on baignait tout le temps dedans, donc c'était plus facile. Mais après, même à Aix, c'était assez sympa d'aller faire du sport, et même si on avait la bonification derrière, on était quand même toutes contentes de se retrouver après la fac et d'aller faire du sport. J'ai aussi fait du sport en compétition universitaire à Mu, où on jouait contre les autres équipes de Marseille ou de Aix, donc c'était sympa. Thomas, est-ce que tu veux compléter une question ou... En fait, du coup, c'est une question, et le constat il était aussi, bon, l'étude a été faite principalement sur des L1 STAPS, si je ne me trompe pas.
Donc, on va dire plutôt public, on va dire, ou étudiant à vocation sportive. Donc, je ne veux pas imaginer forcément cette étude, même si on connaît déjà en fait la réponse sur d'autres cursus qui risquent d'être vraiment plus que catastrophiques, je pense. Et je pense que bon, on a déjà évoqué un petit peu, c'est des constats, mais là aujourd'hui sur le webinaire, voilà, il y a le monde fédéral dont je fais partie, il y a le monde aussi mouvement sportif qui fait le lien entre normalement tout ce qui est étatique, l'éducation nationale, politique et tout ce qui est universitaire et scolaire. Le monde de l'éducation nationale aujourd'hui, mis à part, enfin, à travers le STAPS, on a personne de l'éducation nationale présente aujourd'hui. Sur un témoignage que je viens d'entendre, c'est vraiment, voilà, je pense, dommage. Donc, le, c'est une question aussi sur le rythme de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai de la famille en Allemagne. Ça revient souvent sur le plateau, souvent on revient là-dessus. Ils ont un rythme complètement qui est pensé différemment. En résumé, ils font les études plutôt le matin. Les après-midi, c'est plutôt libéré pour tout ce qui est, enfin, tout ce qui est plutôt sportif et ou culturel, parce que toutes les personnes ne vont pas faire d'activité physique. Et, euh, et, et, et là, en fait, toutes les problématiques qu'on donne au niveau universitaire, on retrouve les mêmes après dans le monde du travail. Et ça tombe bien parce qu'au début, quand tu as commencé à parler comment dire, à présenter l'étude, c'est des jeunes adultes, en fait. L'université, c'est des adultes, en fait, qui cherchent leur place, qui cherchent à trouver, voilà, j'espère, entre 18 et 25 ans, vraiment sa place. Je pense qu'il y a une réelle question, mais malheureusement, il n'y a pas les interlocuteurs là, de l'État voilà, c'est bien beau de faire des études, tout le monde sait qu'au niveau de la santé mentale, tout ça, voilà, on est enfin, on est très loin. Après, on dit oui, il faut aller se rapprocher du monde fédéral, mais on a des problématiques aussi de structure, nous, puisque le monde fédéral s'appuie sur la structure aussi, on parle de gymnases, des collèges, qui sont aussi utilisés par le monde scolaire, donc par les, comment dire, les UNSS, etc. Et aujourd'hui, il y a une concurrence qui est des fois plutôt saine et des fois peut-être malsaine, ou en tout cas, c'est pas très constructif, je trouve. C'est-à-dire que je prends un exemple concret, moi, sur mon territoire, quand je vois un collège faire la journée des UNSS sur du temps scolaire, et quand moi, club où je suis, je fais la journée des associations sur ma commune, je trouve on n'est pas à armes égales, dans le sens où, en fin de compte, le milieu scolaire, ils vont pouvoir présenter toutes leurs activités sportives à tous les écoliers, puisqu'en fait, ils viennent à l'école, c'est obligatoire, et que nous, par contre, ça va être très compliqué. J'ai d'autres contre-exemples sur d'autres communes où comment dire, les directeurs de collège invitent les associations sportives de la ville à venir sur ce temps aussi pour pouvoir proposer leurs activités. Donc moi, sur mon territoire, j'ai pu observer ça. Donc déjà sur mon territoire, sur deux sites différents, on voit que enfin, c'est pas coordonné, c'est très compliqué, quoi. Donc la main tendue, la perche tendue vers le monde fédéral, je l'entends de l'université, mais après, il y a tellement de questions derrière qui vont se poser sur les structures, sur la double licenciation, sur le coût, en prenant en compte aussi que les étudiants, ben oui, c'est un public précaire financièrement. Néanmoins, on a les passes sport qui peuvent venir un petit peu compenser ça. Euh, voilà. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes. Voilà, c'était plus, moi je voulais. Alors c'est pas une question, c'est plus mon ressenti à moi ou voilà voilà ce qui me fait penser à tout ça. Et on est très très loin du compte, quoi. Mais voilà, on travaille. Je rebondis sur l'école. Quand tu disais dans l'école, en fait, oui, il y avait avant, les jeunes, ils jouent au foot. Du coup, les filles sont plutôt exclues. Aujourd'hui, la fédération de tennis de table met en place une action, une école, une table. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est pas pour dire c'est génial le tennis de table, mais d'autres sports font la même chose. Mais ça vient du démarche, je pense, de la fédération et encore, pour aller jusque-là, il a fallu que ce soit la fédération qui soit, je pense, moteur. Ça, je ne parle pas en connaissance de cause, parce que je ne fais pas partie de la fédération, mais c'est le sentiment que j'ai, moi, en appartenant un petit peu à la famille FFTT. Donc, petit à petit, on a des tables de ping-pong dans les écoles, et pareil, les tables de ping-pong sont prises d'assaut par les garçons potentiellement, mais j'ai aussi vu dans des cours, j'ai pu échanger avec des enseignants qui ont aussi, s'il y a deux, trois tables, réserver une table aussi, entre guillemets, pour le public féminin, pour que les filles, jeunes filles, puissent jouer. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu enfin, des gouttes d'eau. Voilà. C'est une longue Si je peux évolution des mentalités. Chantal, Oui. vous souhaitiez vous exprimer?
Oui, oui, oui. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi, Thomas. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faudrait également dans les écoles qu'il n'y ait pas de sport de garçons et de filles. Par exemple, tu parlais des tables de ping-pong, ben, on fait des tournois mixtes, on fait des choses comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait cette différenciation. Ensuite, je rejoins également Marie. Je suis entièrement d'accord avec toi en ce qui concerne le sport que tu fais depuis que tu es petit et quand tu es passionné, effectivement, tu continues dans la mesure du possible à pratiquer ton sport. Après, c'est vrai que tous les parents ne sont pas sportifs. Tous les parents ne suivent. Moi, je vois bien en école d'athlé. Hein, bon, il y a des parents qui sont très sportifs. Ils sont là, les enfants sont là, tous les crosses, à tous les quis d'athlé, de la FFA, etc. Donc, ils suivent bien les enfants. Je sais que ces enfants-là, par exemple, qui vont continuer. Voilà, c'est des enfants, ils sont passionnés, etc. Mais malheureusement, comme je crois que tout le monde a un petit peu dit, et puis ça a été dit aussi après les JO, en France, on n'est pas forcément, contrairement à l'Allemagne, puisque moi je suis alsacienne, donc je connaissais bien aussi ce qui se passe en Allemagne, on n'a pas cette culture sportive. À un moment donné, on a la culture des études, il faut faire des hautes études, mais le sport, c'est accessoire. Et ça se voit dès l'école primaire. Et c'est là aussi, je pense que nos enfants, c'est dès les petites classes qu'on peut les intéresser au sport, leur faire tester plusieurs sports, et puis qu'on peut essayer de les garder. Le 1er mai, chez nous, au Pen Mirabeau, pendant très longtemps, ça a été la journée du sport. C'est-à-dire que la mairie, toutes les associations avaient porte ouverte et tous les enfants pouvaient tester. Ben, ça a été abandonné. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'était la journée où ils pouvaient tester un petit peu tous les sports sur tous les sites, etc. Et ça a été abandonné. C'est dommage. C'est dommage. Donc, comme tout ça se passe à l'enfance. Et après, ça continue. Mais le maître mot, c'est les enfants, quoi. Effectivement, c'est ce que vous expliquez depuis le début et c'est ce qu'ont évoqué Lou et Marie. Hein, Oui, c'est aussi le rôle important que peut jouer la culture sportive. oui, oui. Le fait que ce soit entré dans notre culture, comme elle disait, comme se brosser les dents, on prend l'escalator, on a une activité physique. Ceci dit, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les choses peuvent évoluer au fil de l'âge et quand on peut démarrer le sport aussi quand on est étudiant. Il y a des passerelles à créer. Il y a, quand on voit Move-Amu, il y a tout un public que Move-Amu amène vers soit la découverte, soit la reprise d'une activité physique qu'on a peut-être fait enfant et qu'on a arrêté au collège, au lycée. Il y a beaucoup été évoqué effectivement l'adaptation par rapport aux pratiques. Moi, je le retiens beaucoup de la part de Lou. Ça pose effectivement, tu parlais des créneaux tardifs ou des créneaux tôt le matin. Ça nous pose, et pour des tas de choses, aussi la question de l'accessibilité des équipements sportifs, qui est un axe fort justement du plaidoyer du CNOSF juste avant les municipales, hein, sur cette accessibilité pour, si on veut, nous les clubs sportifs, mettre des créneaux pour les étudiants tôt le matin ou tard le soir, il faut que les collectivités, effectivement, puissent ouvrir des gymnases ou des lieux, ou alors pour certains clubs, ils peuvent être effectivement en convention tout seuls sur leur propre lieu sportif. On voit que ce sont des interactions avec vraiment beaucoup de monde, en fait. C'est une évolution des mentalités et tous vos témoignages amènent le fait que ce n'est pas une structure qui va changer les choses, c'est de se mettre comme ça autour de la table et de pouvoir échanger les uns avec les autres. Avant de conclure, puisqu'on va essayer de tenir le timing, il y a Thomas qui voulait rebondir, je pense. Oui, je rebondir. C'était surtout, par rapport à mon discours, c'est sur les rôles. Et on revient sur l'éducation nationale. Et je pense qu'un des rouages essentiels, il est là, c'est que de toute façon, alors moi, de par éducateur, j'interviens sur des 4 ans, 4 ans à partir de 4 ans, jusqu'à plus de 80 ans, puisque je fais du ping senior, prévention, SSB, etc. J'ai un constat, comme sûrement dans d'autres disciplines, des jeunes collégiens en 6e, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La coordination, les déplacements, c'est tout simplement une catastrophe. Attraper une balle. C'est qu'à un moment donné, un jeune de 6e aujourd'hui n'est pas en capacité des gros problèmes de coordination. Mais ce n'est pas de la faute de l'individu. Et c'est là où moi ça m'agace, c'est qu'en fait, je pense que c'est le système qui est fait que c'est l'éducation nationale à l'école
le temps qu'ils ont pris, c'est sur le temps sportif. Il y a besoin de parler plus français, pas de souci, on laisse tomber le sport. Il y a besoin de savoir compter, pas de souci, on laisse tomber le sport. Et à un moment donné, et là, ça va être un constat, des générations, on va avoir des problèmes, on a des problématiques de santé, mais tout simplement, les habitudes, elles se prennent tout jeunes. En primaire déjà, CP, CM1, enfin, ça commence là. Apprendre à se déplacer, apprendre à attraper. Enfin, tout ça, c'est dans le, comment dire, dans le programme scolaire. Alors c'est écrit, hein, tout est écrit, tout est nickel. Mais par contre, il n'y a pas les moyens qui sont mis en place. Donc aujourd'hui, tant que moi, c'est mon avis personnel, et je le dis là parce qu'il n'y a pas de souci, c'est que je pense tant qu'il n'y aura rien de fait à ce niveau, ce qu'on fera après, c'est bricoler. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment de bricoler. J'ai des jeunes qui arrivent dans mon club, qui aiment l'activité tennis de table, qu'ils auraient peut-être dû découvrir au collège, qui n'ont peut-être pas découvert, peu importe. Peut-être que le rôle de l'éducation nationale, c'est d'utiliser le sport pour développer les activités, la force, la souplesse, tout ça, la coordination. L'UNSS, peut-être faire découvrir les différentes disciplines. Et le monde fédéral, peut-être, j'ai envie de dire, la personne qui a découvert son sport et qui aime son sport, comme Marie le basket, comme moi c'est le tennis de table, comme d'autres ça va être le tennis, etc. Et ben ils vont aller dans le monde fédéral où là on va avoir de la performance, mais de la performance sportive et de la performance aussi sociale, parce que toutes les fédés travaillent maintenant sur la partie sociale aussi et tout ce qui est sport santé. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de dire, tant qu'on ne bougera pas au niveau de l'éducation, enfin au niveau scolaire, voilà, à partir de la primaire, ça va être très très compliqué. On va Mais bricoler en tout je cas. reviens sur l'idée que effectivement du travail collectif, hein. Attention quand on discute, effectivement il y a tout ce qui est la notion d'être actif physiquement, de pouvoir basculer après sur un sport. Euh, Au-delà de l'éducation nationale, et c'est ce qu'a expliqué Lou aussi sur les étudiants, c'est l'organisation des temps de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le soir, le week-end, est-ce que les enfants sont dans les parcs en train de grimper sur des aires de jeu ou pas? La mobilité et l'activité physique, elle démarre là aussi. Et au-delà de ce qui se fait à l'école primaire, c'est aussi tous des questionnements qu'on ne va pas régler là, mais aussi sur les temps de vie, sur les temps de loisirs. Et effectivement, Nina évoquait aussi le déterminisme social. Quels sont les parents qui emmènent leurs enfants au parc le samedi plutôt que dans les centres commerciaux? Il y a des tas de choses, effectivement, dont on se rend compte que tout est lié et qu'on a vraiment encore beaucoup de travail devant nous. Avant de laisser conclure Christian, Lou, si tu veux rajouter quelque chose ou... Rapidement, mais oui, je plus sois tout ce qui a été dit là, et c'est vrai que les choses doivent être faites avant, mais même si c'est du bricolage, il faut absolument qu'on le fasse, et si on arrive à montrer que nous, à l'université, on arrive à adapter les heures, si on arrive même à une échelle d'une composante, même à une échelle d'une classe, d'un club, de montrer qu'on c'est possible, dans tous les cas, tout ce qui est euh, initiative locale, initiative très territoriale, pour moi j'y crois et c'est ça qui va permettre d'engager quelque chose ailleurs. Ou en tout cas, même si c'est quand même pas de l'individuel, il faut du plus global, il faut quand même qu'on se donne de l'espoir entre nous et si rien qu'à l'échelle de notre propre club, de notre propre territoire, on arrive à le faire. Si le cross, imaginons, le fait pour tout le territoire sud, eh ben, on aura montré que le sud est devant. Même si je suis bretonne de base, voilà, et je suis pour que le cross y arrive. Donc voilà, il y a toutes ces initiatives-là, même si elles sont très locales et que c'est du bricolage, il faut les faire. Et il ne faut pas perdre espoir, il faut utiliser les jeunes, il faut impliquer les jeunes pour qu'ils viennent le faire aussi avec nous. Et dernière chose, certains ont commencé à parler d'autres pays. J'ai dit rapidement que j'avais du coup construit une asso européenne. Tous les pays se regardent entre eux et tout le monde dit que les autres sont les meilleurs. Quand on va dans un autre pays, ils disent que la France est une nation sportive. Quand on va au Canada, ils regardent la France aussi au niveau des temps scolaires, alors que c'est le Canada qui a inventé la littératie physique et que nous, on les regarde pour comment est-ce qu'ils font avec leurs enfants. Donc globalement, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et tout le monde a des points positifs et des points négatifs. Mais il faut vraiment que nous, on travaille à l'échelle que l'on peut pour faire évoluer tout ça. Parce que maintenant qu'on a les constats, on a aussi les actions qui sont possibles. On en a cité quelques-unes là à la volée. Mais ce qui est intéressant, c'est de transformer tout ce qui a été dit là en action chacun. Si chacun peut garder un petit truc qui l'a intéressé, peut-être que moi, je vais essayer d'ouvrir un créneau à 7 heures et je vais voir comment ça se passe. Si chacun prend une petite initiative et la met en place, on aura changé les choses pour demain et on aura eu un impact au moins sur certaines personnes.
Puis si d'autres veulent être président de la République, ben allez-y, comme ça, on aura des gens convaincus. Merci beaucoup, Lou. Je vais laisser Ça va. Christian terminer parce que je pense Alors, que toutes les remarques sur l'éducation nationale l'ont titillé, puisqu'on mène un ça, travail c'est avec le sûr. label Sport Santé. Alors, d'abord, je remercie Lou parce qu'elle a fait une très belle conclusion, donc ça va être difficile d'en rajouter après elle. Et j'ai bien aimé son intervention. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans le bricolage, mais je crois que ça, il faut pas le lâcher. Tu fais bien de le dire. Et puis, j'ai bien aimé Marie qui a témoigné effectivement sur sa pratique et qui justement a fait des études qui n'étaient pas dans le monde du sport et donc a montré comment effectivement le sport lui a permis de continuer à s'impliquer et à réussir dans sa carrière professionnelle. Et je l'en remercie. Euh, ce webinaire, c'était aussi pour qu'on vérifie ensemble là où on doit pouvoir intervenir. Et bien sûr, l'éducation nationale était invitée, mais ils ne sont pas venus. Il y a plein aujourd'hui de webinaires, mais ils étaient à notre AG. Et on vient de gagner un point, en tous les cas, au moins sur la pratique du sport santé bien-être, où là, on a vu que on a aujourd'hui au niveau du mouvement sportif l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui nous soutient pour que les clubs qui veulent développer du sport santé, soit du sport santé bien-être, soit du sport sur prescription médicale, voire les deux, vont être soutenus par l'ARS, soutenus aujourd'hui par la DRAGES, puisqu'on est en train de labelliser ces clubs pour qu'ils soient sur une plateforme et que les gens au quotidien puissent, s'ils veulent se remettre dans une situation de pratiquer une activité sportive, puissent accéder. Et puis, on a rencontré un inspecteur pour le monde départemental, mais on a fait une demande au niveau rectorat pour qu'il puisse soutenir aussi ce développement, comme tu l'as dit, Thomas, de faire que le sport, les clubs sportifs puissent rentrer dans les collèges et dans les lycées pour parler de leurs pratiques sportives et inviter les enfants, les jeunes et les étudiants à venir continuer une pratique sportive. Alors, comme l'a dit Lou, on a peut-être pour 15 ans de bagarre. Bon, je vois qu'il y a des jeunes autour de cette table, donc je me dis que c'est comme ça, hein. Rien ne s'est fait. Tout à l'heure, tu parlais du 1er mai, Faury, en disant que le 1er mai, on développait les activités sportives. Moi qui suis dans la course à pied, on avait une course sur la Castellane. On partait de la Castellane, on allait on courait tout le Prado, on faisait l'aller-retour, là. Ça aussi, c'est tombé, mais on maintient les activités sportives dans tous les espaces. Et je crois que là, ça va nous donner, nous, en tous les cas, de la réflexion, de l'investissement pour continuer cette bagarre, parce que, je l'ai dit en introduction, on le voit vraiment. Sur le sport, la santé mentale aujourd'hui des jeunes, ça a vraiment une implication très très positive et donc il faut qu'on aide dans les liens qu'on a avec les membres de nos clubs, dans la famille, etc., à inviter les gens à faire qu'on pratique une activité physique, soit de loisir, soit de compétition. Voilà, et je vous remercie en tous les cas de votre participation. Merci à tous, merci. Excusez-moi. Oui, Et- Nina? Je peux déborder Merci. 30 secondes ou ça va enquiquiner tout le Oui, monde? oui, vas-y, vas-y. Désolée, c'est juste parce que je réagis aussi à ce que vient de dire Monsieur Guibert et puis par rapport à la petite phrase de conclusion de Lou que j'ai trouvée très positive et qui me parle beaucoup. Et je me disais que pour donner de l'eau à ton moulin, Lou, pour la petite histoire, c'est pas pour ramener à moi, mais c'est plutôt pour que toi ça te conforte dans ton optimisme. Moi, j'ai fait partie des publics éloignés du sport. Je me suis mis au sport sur le tard à 25 ans et pour devenir la compétitrice et reprise d'études en STAPS. Et c'est voilà, une succession de petits déclics qui a fait ce parcours-là, jusqu'à ce que ça prenne beaucoup de place dans ma vie. Donc voilà, je voulais te le dire, parce que je pense que ça va te faire du bien d'entendre ça. C'est cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.